Bonjour les élèves de deuxième année bac. Donc, Inch'Allah, on va commencer par une petite révision de cette leçon. C'est un dosage ou un titrage d'une solution. Donc, il faut bien réviser cette leçon avant de commencer parce qu'on aura besoin, Inch'Allah, de la deuxième année bac. Donc, c'est quoi un dosage ou une réaction du titrage? Donc, on aura toujours deux solutions. Une solution attitrée et une solution titrante. Donc, la solution titrante, c'est une solution dont on connaît la concentration. Et la solution attitrée ou la adosée, c'est une solution dont on ne connaît pas la concentration. Donc, à concentration inconnue. Donc, ce sont les deux expressions à retenir dès le début. Donc, une solution titrante, on connaît sa concentration, et la solution attitrée, il a une concentration inconnue. Donc, une réaction de dosage, ou la réaction qu'on va utiliser pour faire le dosage ou le titrage, il doit avoir des caractéristiques ou des propriétés. Donc, pour qu'une réaction chimique soit utilisée comme réaction de dosage, il faut avoir les trois caractéristiques suivantes. Elle doit être univoque. Ça veut dire quoi? Les deux réactifs, titré et titron, réagissent selon une seule et unique réaction. C'est-à-dire lorsqu'on ajoute une solution à une autre, en général, on peut avoir plusieurs réaction. Mais la réaction de dosage doit être une seule réaction seulement, univoque, c'est-à-dire qu'elle doit se faire dans un seul sens. On ne peut pas faire dans plusieurs sens ou là, avec plusieurs réactions secondaires. Ensuite, la réaction de dosage ou de titrage doit être totale, c'est-à-dire les deux réactifs mis en présence doivent disparaître complètement. Euh, Soit donc lorsqu'on ajoute le réactif titron sur le réactif ou là la solution attitrée, donc l'un des deux doit disparaître rapidement. Mais lorsqu'on arrive à ce qu'on appelle le point d'équivalence, les deux réactifs doivent disparaître complètement. On a un point d'équivalence qu'on va voir après. C'est une réaction, c'est un mélange stéchiométrique. Ensuite, la réaction doit être rapide. Ça veut dire quoi rapide? Dès qu'on ajoute la solution titrante sur la solution attitrée, la solution titrante doit disparaître directement spontanément dès qu'on l'ajoute. C'est-à-dire la goutte qu'on ajoute doit disparaître rapidement. Donc la réaction doit être rapide. Et on arrive à un point qu'on appelle le point d'équivalence. Donc c'est quoi le point d'équivalence? Lorsque la quantité de matière de la solution titrante est égale à la quantité de matière attitrée qui se trouve dans le bécher, on va voir le schéma après. Donc on dit qu'on a un point d'équivalence. Donc on dit aussi que le mélange des deux s'appelle un mélange stéchiométrique, c'est-à-dire les deux réactifs disparaissent en même temps. Donc comment on repère, on détermine le point d'équivalence? Tout d'abord, si on a les solutions où l'une des deux solutions est colorée, donc la couleur va disparaître. Lorsque la couleur de l'un des réactifs disparaît, donc c'est le point d'équivalence. Ou le changement, si on a une réaction dont on ajoute un indicateur coloré, donc l'indicateur coloré change de couleur. On se rappelle bien que l'indicateur coloré présente trois couleurs. Une couleur lorsqu'on le met dans une solution acide, une deuxième couleur lorsqu'elle est dans une solution basique, et une troisième couleur
lorsque la solution est neutre. C'est-à-dire, en fait, c'est un mélange de les deux couleurs, acide et basique. Si on trace la courbe, il y a la courbe soit l'acido-basique, qu'on va voir après l'oxydoréduction ou la conductance. Donc il y a toujours une variation brusque sur la courbe qu'on trace de la grandeur physique en fonction du temps par exemple, ou en fonction du volume ajouté. Donc on va voir toujours qu'il y a une variation brusque. Même au cours de la réaction de l'expérience, on voit que l'appareil nous indique qu'il y a une brutale variation de la grandeur physique, soit du pH, soit de la conductance, soit de la conductivité, ainsi de suite. On va voir ça plus tard. Donc, voyons voir maintenant le dispositif expérimental du dosage ou du filtrage. Donc, vous devez savoir comment dessiner le schéma, parce que si toujours on vous demande de le dessiner au deuxième année bac, l'examen final ou les contrôles que vous faites de temps en temps. Donc, ici, on a une burette qui contient la solution, par exemple, à titrer. Ou là, la solution, on peut mettre la solution titrée ou la solution titrante, c'est la même chose. Par exemple, si on met une solution d'hydroxyde de sodium, c'est-à-dire de la soude, par exemple, c'est une solution titrante. Donc, on connaît la, 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 la concentration. On peut même mettre une solution attitrée avec une concentration qu'on ne connaît pas. Et dans le bécher, on met la deuxième solution. Si c'est la solution dont la burette est connue, donc la solution dans le bécher est inconnue. Ici, on prend une solution d'acide chlorhydrique, donc la solution de l'acide chlorhydrique qui est inconnue, c'est assez inconnu, et la solution de la concentration, la solution de l'hydroxyde de sodium dans la concentration est connue, Cp, donc c'est connu, donc c'est la concentration Cp qui est à 0,1 mol par litre, donc c'est connu, c'est la solution titrante. Alors que ici, il y a une solution d'acide chlorhydrique, Ca est inconnue, donc c'est la solution attitrée, dont la concentration est inconnue. Donc il y a toujours un support pour supporter la burette. Il y a ici ce qu'on appelle un agitateur magnétique pour mélanger les deux solutions, la solution attitrée et la solution titrante, pour avoir une homogénéité de la solution. Donc c'est le dispositif expérimental que vous devez savoir comment on le dessine, parce que c'est demandé les contrôles, les examens. Une fois qu'on a fait l'expérience, le dispositif expérimental, on vous demande en général d'écrire l'équation de la solution. Donc les ions H3O+, elle vient de la solution acide chlorhydrique, parce que la solution acide chlorhydrique contient des ions H3O+, et la solution qui provient de la solution basique, c'est OH- qui provient de l'hydroxyde de sodium NaOH. Donc ce sont des ions OH-. Les deux réagissent, l'acide donne un proton OH-, ça donne H2O, et ça aussi ça donne H2O. Donc c'est en fait ces deux H2O. Il y a une erreur ici, c'est 2 H2O. Donc ça on l'appelle le tableau d'avancement. L'état du système à l'état initial, en général, on écrit les quantités de matière initiale des deux réactifs. Le réactif, l'acide, c'est sa quantité de matière initiale, c'est-à-dire la quantité de matière des ions H3O+, c'est Ca fois Va, parce que la quantité de matière, c'est C fois V. De même pour la quantité de matière initiale de la soude ou l'hydroxyde de sodium qui est une base, donc Na, c'est-à-dire N de l'acide
de la base. Et on doit écrire normalement I, c'est la quantité de matière initiale de H au moins est égal à C fois B. CB fois VB. C'est la quantité de matière initiale des ions OH-. Donc H2O, on dirait un décret en excès parce que ça provient de la réaction et il est dans les deux solutions, acide et la solution basique. Donc en général, c'est en excès. Le deuxième état, le deuxième état, c'est l'état du système, l'état final. En général, on écrit état final ou à l'équilibre. Donc, l'avancement à l'état initial, c'est toujours égal à x est égal à 0. À l'état final, on écrit f ou xe, c'est la même chose. X final ou x à l'équilibre, c'est la même chose. Donc, la quantité de matière, c'est CaVa moins xe, il n'y a pas de coefficient ici, moins xe. La quantité de matière à l'état final de la soude, de la base, c'est CpVpo moins xe. Pourquoi on ajoute E ici? Parce que c'est le volume de la soude ou de la base ajouté au point d'équivalence, moins xe. Donc, d'après le tableau d'avancement, au point d'équivalence, la quantité de matière des ions H3+ est égale à la quantité des ions H au-, c'est-à-dire la quantité de matière des ions provenant de la solution attitrée est égale à la quantité de matière des ions H- provenant de la solution titrante. Donc, puisque les deux quantités de matière sont égales, car au point d'équivalence, les deux réactifs sont limitants. Donc, la quantité de matière des ions H3+ est égale à Ca fois Va, parce que cette relation, on l'a déduit à partir de tableau d'avancement au point d'équivalence. CaVa moins x est égal à 0. Donc, xe est égal à CaVa. Et deuxième, pour le H au moins, CpVpe moins x est égal à 0. Donc, CpVpe est égal à xe. Et donc, par voie de conséquence, on en déduit que CaVa est égal à Cp fois Vpe. Donc, on obtient la fameuse équation de l'équivalence liée à CaVa est égal à Cp fois Vpe. Donc, cette relation nous permet de déterminer l'équation de Ca, qui est la concentration qui était inconnue. Donc, en utilisant seulement, on en dit seulement à partir de cette relation que Ca est égal à Ca est égal à Cp Vpe sur Va, et on fait l'application numérique tout simplement.